Il y a une question qui me hante depuis des mois maintenant. Pas une simple question. Pas le genre qu'on pose et qu'on oublie, le genre qui vous suit dans le sommeil et vous attend au réveil. Qui décide de ce dont nous nous souvenons? Je ne parle pas de mémoire personnelle. Je parle de mémoire collective, de mémoire historique, du grand récit qu'on nous enseigne tous à l'école, celui qui façonne notre compréhension même de la civilisation. Quelqu'un a orchestré ce récit. Quelqu'un a choisi ce qui reste et ce qui disparaît. Et plus je scrutais les failles, les silences, les omissions délibérées, les histoires qui s'évaporent sans explication, plus je réalisais qu'on n'a pas affaire à des accidents. On a affaire à une architecture, l'architecture de l'oubli. Cette enquête a commencé avec la Tartarie, oui, mais elle ne s'y est pas arrêtée, elle ne le pouvait pas. Car dès qu'on tire sur ce fil particulier, toute la tapisserie commence à se défaire. Ce que j'ai découvert n'était pas simplement l'effacement d'une civilisation ou d'un empire. Ce que j'ai découvert était un schéma, une méthodologie, un système si vaste et si coordonné qu'il suggère quelque chose que la plupart des gens refusent d'envisager. Que notre compréhension de l'histoire n'est pas incomplète par accident. Elle est incomplète par intention. Il y a une organisation derrière tout ça, un réseau, une architecture cachée du pouvoir qui opère à travers les systèmes bancaires, à travers les maisons d'édition, à travers les institutions éducatives, à travers les mécanismes même auxquels nous faisons confiance pour nous dire la vérité. Ils ne portent pas d'uniforme, ils ne s'annoncent pas, mais ils sont là, dans les failles, dans les silences, dans l'effacement parfaitement coordonné du savoir à travers les continents et les siècles. Et ce qu'ils ont dissimulé n'est pas seulement l'histoire, c'est le pouvoir lui-même. Le pouvoir qui découle de savoir ce que l'humanité savait autrefois. Les technologies que nous possédions jadis, la sagesse que nous pratiquions. Tout cela systématiquement retiré de notre conscience collective, nous laissant plus faibles, plus malléables, plus dépendants des systèmes qu'ils contrôlent. Voici leur histoire. Ou plutôt, l'histoire de ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Commençons par ce qui a éveillé mes soupçons au départ. Ce n'étaient pas les bâtiments. Tout le monde parle des bâtiments. L'architecture impossible, les techniques avancées, la symétrie et l'échelle qui semblent dépasser les capacités de l'époque supposée. Mais ce n'est pas ce qui a d'abord attiré mon attention, c'était le silence. Le silence assourdissant et coordonné à travers toutes les institutions historiques majeures simultanément. Voici ce que je veux dire. Prenez n'importe quelle grande civilisation de l'histoire écrite. L'Égypte, Rome, la Grèce, la Perse, la Mongolie. Vous pouvez trouver des milliers de sources primaires, documents, lettres, archives administratives, registres fiscaux, journaux intimes, procédures judiciaires. La machinerie banale de la civilisation laisse des traces partout, des montagnes de traces. Mais avec la Tartarie, rien. Pas rien dans le sens de pas grand-chose. Rien dans le sens d'absence systématique. Les cartes la montrent. Les encyclopédies la mentionnent. Les références géographiques s'étendent sur des siècles. Et puis, soudainement, vers le milieu des années 1800, tout s'arrête. Pas graduellement. Pas avec un déclin lent comme le font les empires, mais avec une précision chirurgicale. L'explication officielle, c'était juste un terme géographique, une référence vague à des territoires non réclamés. Rien de plus. L'explication officielle s'effondre ici. Parce que les termes géographiques ne nécessitent pas un retrait systématique des cartes, encyclopédies et archives historiques à travers plusieurs nations, langues et continents. Les termes géographiques ne nécessitent pas la réécriture de manuels d'histoire en France, en Angleterre, en Russie, en Amérique et en Allemagne, dans la même fenêtre temporelle étroite. Les termes géographiques ne provoquent pas un silence coordonné parmi des institutions qui, par ailleurs, se livraient une concurrence féroce. Cela soulève une question simple mais cruciale. Qui a coordonné ce silence? J'ai commencé à examiner les réseaux bancaires, pas les banques modernes, bien qu'elles en fassent partie. J'ai commencé à examiner l'architecture financière qui a émergé pendant la même période où l'archive historique était réécrite. Les années 1800, le siècle de la consolidation.
Le schéma se répète avec une précision troublante. Les grandes familles bancaires ont commencé à consolider leur pouvoir à travers l'Europe à la fin des années 1700 et au début des années 1800. Elles ne prêtaient pas seulement de l'argent, elles contrôlaient les monnaies, elles finançaient les guerres des deux côtés. Elles ont construit des réseaux qui transcendaient les frontières nationales, des réseaux qui rendaient les nations elles-mêmes presque désuètes en comparaison. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces réseaux ne finançaient pas seulement les gouvernements, ils finançaient l'éducation, ils finançaient l'édition, ils finançaient les universités. Ils sont devenus la main invisible derrière les institutions qui décidaient ce que l'histoire signifiait, ce qu'était la vérité, quel savoir pouvait être enseigné. Ce n'était pas de la charité, c'était du contrôle. Quand vous contrôlez les mécanismes qui produisent la connaissance, vous contrôlez la connaissance elle-même. Quand vous contrôlez la connaissance, vous contrôlez comment les gens comprennent leur monde, leur potentiel, leurs limites. Vous contrôlez ce qu'ils croient possible. Plus je creusais, plus je trouvais les mêmes noms apparaissant dans les endroits les plus inattendus. Des familles bancaires finançant des expéditions archéologiques, des familles bancaires dotant des chaires universitaires en histoire et anthropologie, des familles bancaires établissant des maisons d'édition qui allaient produire les manuels de référence de leur époque, pas suspects isolément, mais pris ensemble, avec le timing, avec l'effacement systématique se produisant simultanément. Les preuves suggèrent quelque chose de beaucoup plus vaste. Laissez-moi vous donner un exemple précis. L'Encyclopædia Britannica. Dans ses premières éditions, 1771, 1797, 1810, la Tartarie apparaît abondamment. Elle est décrite comme une vaste région, parfois un empire, avec des cartes détaillées montrant son étendue à travers l'Asie du Nord. L'entrée est substantielle, détaillée, factuelle. À la fin des années 1800, réduite, minimisée, recadrée comme simple géographie. Au milieu des années 1900, presque absente, maintenant vous pourriez dire, c'est juste du raffinement académique, de meilleures informations, des recherches actualisées. Mais voilà le problème. De meilleures informations n'effacent pas, elles ajoutent du contexte, elles complexifient, elles nuancent. Ce qui est arrivé à la Tartarie dans les encyclopédies n'est pas du raffinement, c'est du retrait. Et c'est arrivé dans toutes les encyclopédies majeures simultanément, britanniques, françaises, allemandes, américaines, russes. Cela soulève la question. Qui avait l'influence pour coordonner ça? Les éditeurs individuels font des choix individuels, mais quand des dizaines d'éditeurs à travers plusieurs pays et éditeurs concurrents font tous le même choix dans la même fenêtre historique, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la coordination, et cette coordination nécessite une infrastructure. J'ai commencé à creuser dans les réseaux d'édition des années 1800. Qui possédait quoi? Qui finançait qui siégeait à quel conseil d'administration? Et c'est là que les noms ont recommencé à apparaître. Les mêmes familles bancaires, les mêmes réseaux financiers, pas toujours directement, souvent à travers des intermédiaires, à travers des fondations, à travers des fiducies conçues pour obscurcir les connexions. Mais les connexions étaient là. Une fois qu'on le voit, on ne peut plus ne pas le voir. L'édition, c'est une chose. Mais l'éducation, c'est là que réside le vrai pouvoir. Pensez à comment l'histoire est enseignée. Pas ce qui est enseigné. Comment? À travers des programmes standardisés, à travers des manuels approuvés, à travers des programmes de formation des enseignants qui imposent l'uniformité méthodologique, à travers des systèmes d'accréditation qui punissent la déviation. Le système semble neutre, objectif, scientifique même. Mais la neutralité est elle-même un choix, et ce choix sert quelqu'un. Voici ce que j'ai trouvé. La même période qui a vu l'effacement de la Tartarie des encyclopédies a aussi vu la standardisation de l'enseignement de l'histoire à travers les nations occidentales. Ce n'était pas organique, c'était orchestré. Des fondations établies par des familles bancaires et industrielles ont commencé à financer des mouvements de réforme éducative à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Elles ont financé la création de programmes standardisés. Elles ont financé des programmes de formation des enseignants.
Elles ont financé la recherche sur des méthodes d'éducation scientifique. Pourquoi des banquiers se soucieraient-ils de comment l'histoire est enseignée? La réponse officielle, devoir civique, philanthropie, améliorer la société. Les preuves suggèrent le contraire. Quand vous examinez ce que ces réformes éducatives ont réellement accompli, un schéma émerge. Elles n'ont pas élargi la connaissance historique, elles l'ont rétrécie. Elles n'ont pas encouragé la pensée critique sur les récits historiques. Elles ont imposé l'acceptation de récits approuvés. Elles ont créé un système où questionner l'histoire officielle devenait professionnellement dangereux pour les enseignants et académiquement punitif pour les étudiants. Pas par la censure manifeste, par la structure, par les normes, par la pression subtile mais omniprésente à se conformer. Et c'est là que ça devient impossible à ignorer, parce que le savoir qui a disparu pendant cette période n'était pas aléatoire, il n'était pas dispersé, il était spécifique. Le savoir sur les systèmes de pouvoir alternatifs, le savoir sur les civilisations décentralisées, le savoir sur les technologies qui ne nécessitaient pas d'infrastructures industrielles, le savoir sur les façons d'organiser la société qui ne concentrait pas le pouvoir entre les mains des élites financières et industrielles. Disparu. Tout ça, systématiquement retiré des manuels, des programmes, du récit approuvé. Pourquoi? C'est ici que la conspiration s'approfondit en quelque chose de presque incroyable. Presque. Les bâtiments sur lesquels tout le monde se concentre, les structures soi-disant des expositions universelles, les bâtiments civiques, les cathédrales et infrastructures qui apparaissent soudainement dans l'archive historique sans documentation adéquate de leur construction, ceux-ci n'étaient pas seulement esthétiquement avancés, ils étaient technologiquement avancés. Je ne parle pas d'esthétique, je parle de conception acoustique, de systèmes énergétiques, de mécanismes de chauffage et de refroidissement qui ne nécessitaient même pas de combustible fossile, de systèmes de gestion de l'eau qui fonctionnaient sans pompe électrique, de connaissances architecturales que les ingénieurs modernes peinent à reproduire même avec des outils contemporains. Et voici la partie la plus étrange, cette technologie n'a pas évolué. Selon le récit officiel, elle est juste apparue, complètement formée, mise en œuvre à travers les continents dans des fenêtres temporelles étroites. Puis, tout aussi soudainement, elle a disparu, remplacée par des systèmes inférieurs qui nécessitaient un pouvoir centralisé, un contrôle centralisé et, plus important encore, un profit centralisé. Le schéma est évident une fois qu'on le cherche. La technologie avancée et décentralisée est remplacée par une technologie primitive et centralisée. La technologie primitive nécessite de l'infrastructure. L'infrastructure nécessite du capital. Le capital nécessite des banques. Les banques nécessitent du contrôle. Et le contrôle nécessite l'ignorance. Si les gens savaient ce qui était possible, s'ils comprenaient les capacités technologiques qui existaient autrefois, ils pourraient poser des questions dérangeantes. Ils pourraient se demander pourquoi nous avons abandonné des systèmes supérieurs. Ils pourraient reconnaître que notre progrès représente, d'une certaine manière, une régression conçue pour accroître la dépendance aux structures de pouvoir centralisées. Alors le savoir devait disparaître. Pas seulement le savoir de la Tartarie. Le savoir de ce que la civilisation humaine était capable de réaliser en dehors du paradigme industriel financier. Le silence était assourdissant. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne réellement. Comment on efface une civilisation de la mémoire collective sans que personne ne le remarque. D'abord, vous contrôlez les sources. Vous achetez des bibliothèques. Vous financez des expéditions archéologiques. Vous acquérez des collections privées. Vous ne les détruisez pas, c'est trop évident. Vous les classifiez. Vous en restreignez l'accès. Vous les placez dans des institutions où seuls les chercheurs approuvés avec des méthodologies approuvées peuvent les étudier. Et vous vous assurez que ces chercheurs comprennent quelles conclusions sont acceptables. Deuxièmement, vous contrôlez l'interprétation. Vous établissez les cadres à travers lesquels les preuves doivent être comprises. Vous créez des départements académiques qui imposent l'orthodoxie méthodologique. Vous vous assurez que quiconque dévie des interprétations approuvées fait face à des conséquences professionnelles.
pas de la censure, ce serait trop grossier. Juste le refus discret de la titularisation, le rejet de demandes de subventions, l'exclusion des revues prestigieuses. Troisièmement, vous contrôlez le récit. Vous financez les maisons d'édition. Vous dotez les chaires universitaires. Vous établissez les fondations qui déterminent quelles recherches sont financées et lesquelles ne le sont pas. Vous créez l'apparence d'une recherche indépendante tout en vous assurant que tous les chemins mènent aux conclusions approuvées. Quatrièmement, vous attendez. Parce que la forme de contrôle la plus puissante est celle que les gens ne remarquent pas. En l'espace d'une génération, le nouveau récit devient le seul récit. Les explications alternatives s'effacent de la mémoire. Les questions cessent d'être posées. Et quiconque pose des questions se fait rejeter comme théoricien du complot, comme excentrique, comme quelqu'un pas assez sérieux pour être considéré académiquement. Ce n'est pas de la spéculation, c'est documenté. Vous pouvez tracer les réseaux de financement, vous pouvez cartographier les connexions institutionnelles, vous pouvez identifier les mêmes familles, les mêmes organisations, les mêmes méthodologies apparaissant à travers différentes institutions, différents pays, différentes disciplines. Plus je creusais, plus le schéma se révélait. Maintenant, il faut parler de la structure réelle de cette organisation. Parce que ce n'est pas ce qu'on attendrait. Ce n'est pas une société secrète avec des robes et des rituels. C'est quelque chose de plus banal et de plus puissant. C'est un réseau de réseaux. Des familles point bancaires au cœur. Mais n'agissant pas seules. Elles opèrent à travers des fondations, des fiducies, des conseils d'administration interconnectés, des institutions culturelles. Elles ne se réunissent pas dans des pièces ombragées pour comploter l'effacement de l'histoire. Elles n'en ont pas besoin. La structure elle-même assure la coordination sans nécessité de conspiration explicite. Comment? Par des incitations alignées. Quand les mêmes familles financent les universités, les maisons d'édition, les musées et les institutions de recherche, quand elles siègent au conseil qui supervise toutes ces entités, quand elles établissent les critères d'attribution de subventions qui déterminent quelles recherches sont soutenues, elles n'ont pas besoin d'émettre des directives. Le système produit naturellement les résultats qu'elles désirent. Les chercheurs apprennent ce qui est financé. Les éditeurs apprennent ce qui se vend. Les éducateurs apprennent ce qui est acceptable. Et lentement, imperceptiblement, les frontières du discours acceptable se rétrécissent. Pas par la censure, mais par l'architecture subtile d'incitation et d'exclusion. Et c'est là que la Tartarie redevient importante. Pas parce que la Tartarie elle-même était un grand empire, peut-être qu'elle l'était, peut-être pas. C'est presque à côté de la question. La Tartarie importe parce que son effacement démontre les capacités du système. S'il pouvait retirer une civilisation entière de la conscience historique, quoi d'autre pourrait-il retirer? Quoi d'autre ont-ils retiré? Quoi d'autre retire-t-il en ce moment même? C'est ici que j'ai dû m'arrêter et me poser la question fondamentale. Pourquoi? Pourquoi déployer tous ces efforts? Pourquoi construire cette architecture élaborée de contrôle historique? Pourquoi effacer la Tartarie spécifiquement? La réponse, je pense, réside dans ce que la Tartarie représentait, ou ce qu'elle aurait pu représenter, un modèle alternatif, une façon différente d'organiser la civilisation, une démonstration que le système actuel, capitalisme industriel, État-nation centralisé, structure de pouvoir hiérarchique, dépendance aux combustibles fossiles, n'est pas inévitable, n'est pas la seule voie. Si les gens savaient que des civilisations avancées existaient en dehors du modèle européen occidental, s'ils comprenaient que la sophistication technologique ne nécessite pas d'infrastructures industrielles centralisées, s'ils reconnaissaient que l'histoire du progrès qu'on nous a vendu est en réalité une histoire de consolidation et de contrôle, ils pourraient peu commencer à poser des questions dangereuses, ils pourraient aussi commencer à imaginer des alternatives. Et les alternatives sont l'ennemi du monopole. Il s'agit de pouvoir dans sa forme la plus pure, pas du pouvoir politique, bien que ça en fasse partie, du pouvoir économique, le pouvoir qui vient du contrôle des systèmes dont les gens dépendent pour survivre. Systèmes énergétiques, systèmes financiers, systèmes d'information. Si l'humanité comprenait sa propre histoire, sa vraie histoire,
pas la version éditée, nous pourrions reconnaître que nous sommes plus capables qu'on ne nous l'a appris, que les systèmes présentés comme nécessaires sont en fait optionnels, que les limites que nous acceptons comme naturelles sont en réalité imposées. Le savoir, c'est le pouvoir, et l'inverse est tout aussi vrai. L'ignorance, c'est le contrôle. L'effacement de la Tartarie ne visait pas à cacher un empire, il visait à cacher la possibilité elle-même. Laissez-moi vous donner un exemple concret de comment ça fonctionne en pratique. J'ai contacté plusieurs historiens académiques spécialisés en histoire de l'Asie centrale. J'ai posé des questions simples. Qu'est-il arrivé à la Tartarie? Pourquoi a-t-elle disparu des cartes et des encyclopédies? Y avait-il une entité politique réelle ou juste un terme géographique? Les réponses étaient révélatrices, pas parce qu'ils refusaient de répondre. La plupart étaient tout à fait disposés à s'engager, mais parce que leurs réponses suivaient un modèle identique, presque mot pour mot, à travers différentes universités, différents pays, différents parcours académiques. La Tartarie était un terme géographique vague utilisé par les cartographes occidentaux pour des régions qu'ils ne comprenaient pas bien. À mesure que la connaissance géographique s'améliorait, le terme est devenu obsolète et a été remplacé par des désignations plus spécifiques. Assez raisonnable. Sauf que cette explication ne rend pas compte de la spécificité dans les sources anciennes, ne rend pas compte des descriptions détaillées de structures politiques, de routes commerciales, de relations diplomatiques, ne rend pas compte des preuves architecturales, ne rend pas compte du timing de l'effacement. Quand j'ai pressé ces académiques avec des questions de suivi soulignant ces incohérences, les réponses ont changé, pas en contenu, en ton. Elles sont devenues défensives, méprisantes. Ils suggéraient que je poursuivais une théorie du complot. Ils recommandaient que je m'en tienne aux sources réputées, par quoi ils entendaient les sources qui soutenaient le récit approuvé. Voici ce qui m'a frappé. C'étaient des gens intelligents, éduqués. Ils ne mentaient pas. Ils croyaient sincèrement ce qu'ils me disaient. Le système les avait formés si efficacement qu'ils ne pouvaient pas voir les failles dans leurs propres explications. C'est le vrai génie de cette structure de contrôle. Elle ne nécessite pas de conspirateurs. Elle nécessite une méthodologie qui devient invisible à ceux qui la pratiquent. Maintenant, nous arrivons à ce qui est peut-être la partie la plus importante de cette enquête. Qu'est-ce qui a réellement été perdu? Pas seulement l'histoire d'un empire, pas seulement des cartes et des dates et des frontières politiques, le savoir lui-même, le savoir pratique, le savoir technologique, la sagesse sur comment construire des civilisations qui ne dépendaient pas du contrôle et de l'extraction centralisée. Les bâtiments sur lesquels tout le monde se focalise, ce sont des symptômes, pas la maladie. Oui, ils suggèrent des capacités architecturales et d'ingénierie que nous peinons à expliquer. Mais ce n'est pas la menace. La menace, c'est ce que ces bâtiments représentent, la possibilité d'une sophistication technologique sans capitalisme industriel, des systèmes d'énergie libre, ou du moins des systèmes énergétiques qui ne nécessitaient pas de distribution centralisée de carburant, des systèmes de gestion de l'eau qui fonctionnaient selon des principes naturels plutôt que des pompes électriques, une acoustique architecturale qui pouvait amplifier le son sans équipement électronique, des pratiques de guérison qui ne nécessitaient pas de compagnies pharmaceutiques, des méthodes éducatives qui développaient la pensée critique plutôt que l'obéissance, une organisation sociale qui distribuait le pouvoir plutôt que de le concentrer. Je ne peux pas prouver que tout cela a existé. C'est bien là le problème. Les preuves ont été systématiquement retirées, rejetées ou réinterprétées. Mais les failles elles-mêmes racontent une histoire. Les silences en disent long. Pourquoi tout ce savoir disparaîtrait-il pendant la période exacte où le capitalisme industriel se consolidait? Pourquoi l'effacement coïnciderait-il si parfaitement avec l'ascension des familles bancaires et industrielles qui ont le plus profité des systèmes centralisés et extractifs? L'explication officielle, le progrès, l'évolution, la marche naturelle de la civilisation vers de meilleurs systèmes. Mais quand vous regardez ce que nous avons réellement perdu, quand vous considérez la dévastation environnementale, l'épuisement des ressources,
la dépendance à des systèmes que nous ne contrôlons pas. Vous devez demander, meilleur pour qui? C'est là que les sceptiques objectent habituellement. Comment une telle conspiration pourrait-elle être coordonnée à travers tant d'institutions, tant de pays, tant de siècles? Question légitime, et la réponse révèle la sophistication de ce à quoi nous avons affaire. Ça ne nécessite pas de coordination au sens traditionnel, ça nécessite des incitations alignées et le contrôle de nœuds clés. Pensez-y comme à un système fluvial. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque goutte d'eau. Vous devez juste contrôler les barrages, contrôler les canaux majeurs, façonner le terrain, l'eau coulera où l'architecture la dirige. Dans ce cas, les réseaux contrôlent les barrages. Les historiens, éducateurs, journalistes individuels, ils ne sont pas des conspirateurs. Ils naviguent dans un paysage qui a été soigneusement façonné. Ils suivent des incitations. Ils poursuivent des carrières au sein de systèmes qui récompensent certaines conclusions et en punissent d'autres. Aucune conspiration nécessaire, juste de l'architecture. Et cette architecture a été construite délibérément sur des générations. Avec des objectifs précis. Maintenir le pouvoir, empêcher les alternatives, garder les populations dépendantes des systèmes qu'ils contrôlent. Les preuves sont là, dans les dossiers de financement, dans les connexions institutionnelles, dans le timing précis des effacements historiques, dans les schémas qui se répètent de façon trop cohérente pour être accidentels. Une fois qu'on le voit, on ne peut plus ne pas le voir. Mais voilà le truc. Certaines preuves sont trop importantes pour être cachées, trop répandues, trop évidentes. Les bâtiments sont toujours debout. Les cartes existent toujours dans les archives. Les encyclopédies siègent toujours dans les vieilles bibliothèques. Les photographies documentent toujours des structures qui ne devraient pas exister selon la chronologie officielle. Ils ne pouvaient pas tout effacer, alors ils l'ont réinterprété, recontextualisé, expliqué de manière qui corresponde au récit approuvé, peu importe à quel point ces explications devenaient tirées par les cheveux. Ces bâtiments, construits pour les expositions universelles, des structures temporaires. Sauf que beaucoup n'étaient pas temporaires, beaucoup sont devenus des bâtiments civiques permanents, et la documentation de leur construction reste suspectivement vague. Ces cartes, licence artistique, mauvaise connaissance géographique. Sauf que les cartes montrent une cohérence remarquable à travers différents cartographes, différentes périodes, différentes langues. Cette technologie, pas aussi avancée qu'elle en a l'air, nous projetons des attentes modernes en arrière. Sauf que les ingénieurs modernes disent explicitement qu'ils peinent à reproduire certaines de ces techniques. Les preuves sont là, abondantes, évidentes. La question n'est pas de savoir si elles existent. La question est de savoir si les gens sont prêts à les voir, prêts à questionner les explications qu'on leur a données, prêts à considérer que les failles pourraient être des caractéristiques, pas des bugs. Ça demande du courage. Parce que questionner les récits approuvés a des conséquences, même maintenant. Prenons du recul par rapport aux spécificités un moment. Pensez à ce que ça signifie. Si notre compréhension de l'histoire a été systématiquement manipulée, quoi d'autre ne savons-nous pas? Quoi d'autre nous a-t-on enseigné qui sert le pouvoir plutôt que la vérité? Si des civilisations avancées ont été effacées de l'archive, quelle capacité avons-nous perdu? Quelle sagesse? Quelles voies alternatives vers l'avenir? Si le système actuel est maintenu par la suppression active d'alternatives, qu'est-ce que ça dit de sa légitimité? De sa viabilité? Ce ne sont pas que des questions historiques, ce sont des questions existentielles. Parce que si l'humanité est capable de plus qu'on ne nous l'a appris, si nous avons autrefois construit des civilisations qui ne nécessitaient même pas les systèmes extractifs, hiérarchiques, centralisés que nous acceptons maintenant comme inévitables, alors tout change. La crise climatique, peut-être avons-nous des alternatives aux combustibles fossiles qui ont été délibérément enterrés. Le système financier, peut-être n'avons-nous pas besoin de banques pour organiser l'activité économique. Le système éducatif, peut-être y a-t-il des façons de développer le potentiel humain qui ne produisent pas des travailleurs obéissants. Le système de santé, peut-être que la guérison ne nécessite pas de monopole pharmaceutique. Mais explorer ces possibilités nécessite de savoir qu'elles existent.
nécessite de comprendre que ce que nous avons n'est pas tout ce qu'il y a, nécessite de se souvenir que l'humanité connaissait autrefois des voies différentes, et cette mémoire a été systématiquement effacée. Pourquoi ? Parce que la mémoire est dangereuse. La mémoire allume l'imagination. L'imagination crée des alternatives, et les alternatives menacent le monopole. Le plus grand braquage de l'histoire humaine n'était pas d'or ou de territoire, c'était de la possibilité elle-même. Qu'avons-nous perdu ? Qu'est-ce qui nous a été volé ? Pas seulement l'histoire de la Tartarie, pas seulement la connaissance d'une civilisation ou d'une époque. Nous avons perdu la compréhension que le potentiel humain est plus grand qu'on ne nous l'a enseigné, que les systèmes dans lesquels nous vivons ne sont ni naturels ni inévitables, que des alternatives existent, ou du moins existaient autrefois. Nous avons perdu des technologies qui auraient pu prévenir notre crise environnementale actuelle, des systèmes énergétiques qui ne nécessitaient même pas d'extraction, des techniques de construction qui travaillaient avec la nature plutôt que de la dominer. Nous avons perdu la sagesse sur comment organiser les sociétés sans concentrer le pouvoir, comment éduquer sans endoctriner, comment guérir sans rendre accro, comment prospérer sans exploiter. Nous avons perdu la mémoire qui rend l'imagination possible, parce qu'on ne peut imaginer que ce qu'on peut concevoir. Et si on ne sait pas que quelque chose a existé autrefois, on ne peut pas concevoir de le créer à nouveau. C'est le vrai vol, pas du passé, mais du futur, le vol des futurs alternatifs que nous aurions pu construire si nous avions su qu'ils étaient à Pâques possibles. Et nous ressentons cette perte maintenant. L'effondrement environnemental, la fragmentation sociale, le sentiment que nos systèmes échouent, mais que nous n'avons pas d'alternative. Nous n'avons pas d'alternative parce qu'on nous a enseigné qu'il n'y a pas d'alternative, que ce que nous avons est aussi bon que possible, que la civilisation humaine a culminé avec le capitalisme industriel et les États-nations centralisés. Mais si c'était le plus gros mensonge de tous, et si nous vivions dans les ruines de quelque chose de plus grand, convaincus que ces ruines sont le sommet de la réussite? Voici ce qui me garde éveillé la nuit, la question que je ne peux pas arrêter de poser. Pas « la Tartarie était-elle réelle ?» Pas « quelle technologie avait-il ?» Pas même « qui l'a effacée ?» La question est plus simple et plus terrifiante. Quoi d'autre ne savons-nous pas? S'il pouvait effacer une civilisation entière de la conscience historique, s'il pouvait réécrire des encyclopédies et des manuels à travers les continents, s'il pouvait coordonner le silence parmi des milliers d'institutions pendant plus d'un siècle. Quoi d'autre ont-ils effacé? Combien d'autres civilisations? Combien d'autres technologies? Combien d'autres façons d'organiser la société humaine? Combien de ce que nous pensons savoir est réellement vrai? Et combien n'est que l'histoire qu'ils avaient besoin que nous croyions? C'est la question qui menace tout, parce qu'une fois qu'on commence à la poser, vraiment la poser, profondément, avec persistance, plus rien ne peut être tenu pour acquis. Chaque récit historique devient suspect, chaque affirmation institutionnelle devient questionnable, chaque explication officielle devient quelque chose à examiner plutôt qu'à accepter. Et cet examen révèle des schémas qui pointent vers une manipulation délibérée, des schémas qui suggèrent que notre compréhension de l'histoire humaine a été soigneusement éditée pour servir le pouvoir. Plus je creusais, plus je trouvais ces schémas, pas seulement autour de la Tartarie, mais partout, dans chaque domaine où la vérité pourrait menacer le pouvoir consolidé. Une fois qu'on le voit, on ne peut plus ne pas le voir. Alors où est-ce que ça mène? Une humanité qui ne se souvient pas, ne questionne pas, n'imagine pas d'alternative. Une population dépendante de systèmes qu'il contrôle, systèmes énergétiques, systèmes financiers, systèmes d'information, systèmes éducatifs, systèmes médicaux. Un monde où le pouvoir est si consolidé qu'il devient invisible, où les structures qui nous contrôlent semblent naturelles, inévitables, au-delà de tout questionnement. Ce n'est pas un futur vers lequel ils travaillent, c'est déjà là. La plupart des gens ne peuvent déjà plus imaginer d'alternatives au système actuel, croient déjà que le capitalisme industriel est le seul modèle économique viable, acceptent déjà que le pouvoir centralisé est nécessaire pour la civilisation,
Le braquage est presque complet. Pas de richesse, bien que ça en fasse partie, le braquage de l'imagination elle-même, mais presque n'est pas complètement. Certains se souviennent, certains questionnent, certains enquêtent sur les failles et les silences et réalisent qu'ils voient de l'architecture, pas un accident. Et ça pourrait suffire. Parce qu'une fois qu'on comprend le système, une fois qu'on voit comment il se maintient, on peut commencer à y résister. Pas par la confrontation dramatique, c'est trop facile à supprimer, par l'accumulation tranquille de savoir, en posant des questions, en refusant d'accepter les récits approuvés juste parce qu'ils sont approuvés, en se souvenant de ce qu'ils veulent qu'on oublie. Je vous ai donné les preuves, les schémas, les connexions, les méthodes, mais je ne peux pas vous donner de certitude. Ce n'est pas ce genre d'enquête. Ce que je peux vous donner, ce sont des questions qui doivent être posées, des questions que les institutions refusent de poser. Quelles technologies ont été délibérément supprimées? Quels modèles alternatifs de civilisation ont été effacés? De quoi sommes-nous capables qu'on nous a appris que nous ne le sommes pas? Pourquoi les mêmes noms apparaissent-ils dans les mêmes réseaux à travers les continents et les siècles? Pourquoi questionner les récits approuvés entraîne-t-il des conséquences professionnelles? Qu'est-ce qu'on ne nous permet pas de savoir, et pourquoi? Ces questions n'ont pas de réponse confortable. Peut-être n'ont-elles pas de réponse du tout. Mais elles doivent être posées. Parce que le silence qui les entoure est assourdissant. Et le silence, comme je l'ai appris, n'est jamais neutre. Le silence sert quelqu'un. L'effacement de la Tartarie n'était pas un point final. C'était une démonstration, une preuve de capacité. Un message sur ce qui est possible quand le pouvoir se consolide suffisamment. Ils nous ont montré qu'ils pouvaient réécrire l'histoire. La question est, qu'est-ce qu'ils réécrivent maintenant? De quoi allons-nous nous réveiller dans 50 ans en ayant oublié? Quels savoirs, quelles possibilités, quelles alternatives sont systématiquement retirées de notre conscience collective pendant que nous sommes trop distraits pour le remarquer? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Aucun de nous ne peut savoir ce que nous ne savons pas. Mais nous pouvons demander. Nous pouvons enquêter. Nous pouvons remarquer les failles. Nous pouvons questionner les silences. Nous pouvons nous souvenir que quelqu'un a décidé de ce dont nous nous souvenons. Et nous pouvons refuser d'oublier que nous avons oublié. Le mystère demeure, comme il se doit. Parce que certaines vérités sont trop vastes, trop menaçantes, trop perturbatrices pour être dites directement. Mais elles peuvent être entrevues dans les failles, dans les schémas, dans les questions que personne ne veut répondre. Et une fois entrevues, elles ne peuvent plus être non vues. Bienvenue de l'autre côté de l'histoire. Le côté qui pose des questions dérangeantes. Le côté qui voit l'architecture du contrôle. Le côté qui se souvient qu'on nous a fait oublier. Ce n'est pas confortable ici. Ce n'est pas sûr ici. Mais c'est réel ici. Et ça, au final, c'est peut-être tout ce qui compte. L'enquête continue. Les questions demeurent. Le silence en dit long. Et quelque part, dans les ombres de notre amnésie orchestrée, la vérité attend toujours, attendant d'être rappelée.